Bonjour à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines, un plateau mouvementé aujourd'hui puisque je me trouve à l'extérieur dans la pluie et le vent, obligé d'enregistrer ici car faute de temps on fait au mieux et cette émission est consacrée à l'Arabie Saoudite, les amis d'hier et les amis d'aujourd'hui. Et au micro des ondes clandestines, Jean-François Karachi, qui essaie de ne pas décéder de tout. Écoutons-le. Donc Donald Trump est ravi de la visite du prince saoudien aux États-Unis, puisque le prince saoudien a promis 1 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, rien que ça. Vous imaginez un peu la somme? Il y a de quoi faire bander un eunuque. Le problème de cette histoire est double. La première, c'est qu'en fait, l'argent de l'Arabie Saoudite, c'est l'argent, initialement, du pétrole. Et ce pétrole a été produit grâce aux Anglais et aux Américains. Quand, il y a 70 ans, du pétrole a été découvert dans cette région du monde, parce que ce n'est pas c'est pas les gisements les plus récents. Au départ, Rockefeller, le célèbre Rockefeller, a su proposer une industrie qui correspondait aux puits de pétrole qu'il avait découvert et sur lesquels il avait mis la main. Il avait compris que pour pouvoir vendre du pétrole, il faut produire des produits qui sont faits avec du pétrole. Et pour ça, il faut avoir un marché de la consommation qui génère ce genre de produits. C'est une logique en marketing qui paraît évidente, mais il faut être le premier à avoir l'idée pour pouvoir faire fortune. C'est ça. Moi, je me souviens de mes cours de marketing à l'École supérieure de commerce. Tous les profs de marketing ont tout compris. Mais par contre, ils n'étaient pas capables de créer les boîtes et de faire fortune eux-mêmes. D'ailleurs, souvent on dit que quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on l'enseigne. Voilà, no comment. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, en fait, il y a 70 ans, il y a des reportages très sérieux, bien plus intellectuels que ce que je vais vous dire, qui parlent de cela. Par exemple, il y avait un reportage sur Arte qui s'appelait les 7 sœurs, qui était très intéressant, qui étaient donc les 7 compagnies pétrolières majoritaires dans le monde, essentiellement à l'époque, puisque depuis il y a la Chine qui a sa compagnie de pétrole, la Norvège aussi, mais à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, et entre les deux guerres, eh bien, c'était les Anglais et les Américains qui étaient les maîtres du pétrole. Un peu les Français, avec Alpha Aquitaine, mais toujours un peu derrière. Et les positions anti-OTAN, qui n'étaient pas l'héroïsme de la part de Gaulle, ont fait que le pétrole français avait du mal à s'imposer. Donc, British Petroleum, par exemple, et Texaco ont eu le droit d'aller exploiter ces terres en Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est un régime, c'est un système monarchique créé par le Commonwealth. Ils ont choisi en fait une famille, les Al Saoud, parce qu'à ce moment-là, c'était l'une des tribus, parce que c'est des clans du désert dans ces régions-là. D'ailleurs, pareil dans toute l'Afrique du Nord, que ce soit en Kabylie ou en Libye, etc. Ce sont des régions, pour certaines montagneuses et d'autres désertiques, où le régime politique est féodal, mais pas au sens arriéré du terme. C'est au sens de la culture de ces personnes-là, dans ces lieux-là. Bon. Vous n'allez pas en plein milieu du désert ériger une assemblée nationale avec des colonnes et du marbre, alors qu'il y a du sable et des oasis autour de vous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal qu'il y ait un multiculturalisme, ne serait-ce que parce que c'est l'environnement, le paysage donné d'une nation qui définit en premier lieu ses habitudes, son mode de survie, son mode d'évolution, son mode de réflexion, son mode de rencontre. Déjà. Ça, c'est aussi un élément intéressant anthropologiquement parlant. Pour l'anthropologue patronne du MI6, elle saura de quoi je parle. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que dans les 1 000 milliards que l'Arabie Saoudite promet d'injecter aux États-Unis, mais en fait, c'est comme si c'était un peu comme au mont-de-piété, vous savez. Vous déposez une montre en échange d'une somme, et puis vous revenez plus tard acheter cette montre avec les pénalités qui correspondent. Mais c'est pareil. Il ne faut pas imaginer que l'Arabie Saoudite fait plaisir à Trump en allant lui promettre 1 000 milliards, c'est parce qu'ils les doivent.
le pétrole saoudien n'existe, en tout cas n'existait à l'époque, parce que maintenant, avec les compagnies chinoises notamment, et russes, Gazprom, eh bien, l'échiquier a changé. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce qui a fait naître la fortune de ces régions-là, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, Sultan de Brunei, eh bien, n'est plus la même raison aujourd'hui. Et ça, géopolitiquement, même au niveau services secrets et services de renseignement, c'est passionnant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de service, par exemple, de renseignement dans ces pays-là. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., étaient loin d'être idiots. C'est pas la question. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, la puissance d'un service de renseignement correspond à la possibilité qu'a une nation de délivrer le budget correspondant. La Suisse, qui est un pays riche, mais qui a un service de renseignement assez modeste, a quand même un service de renseignement qui fonctionne. Mais la Suisse ne va pas financer une opération à l'autre bout du monde pour plusieurs centaines de millions de dollars si ça ne lui sert à rien, si c'est juste pour éventuellement être au courant de quelque chose. Par contre, la Suisse, et j'avais donné l'exemple de CryptoAgue à l'époque, avec la machine qui a suivi, en fait, qui a été le successeur de la machine Enigma, eh bien, CryptoAgue avait réussi à produire un système, en fait, de captation du renseignement avec une porte dérobée de la machine Enigma qui était brillantissime. Donc il n'y a pas besoin de jouer au cow-boy du monde et jeter à la gueule ces dollars. Il suffit d'avoir des bonnes idées très discrètes et très peu onéreuses pour que ça fonctionne très très bien. Donc Trump, avant j'étais modéré le concernant, j'ai même préféré qu'il soit élu au premier mandat, même au deuxième, parce qu'en face, il y avait tellement de pire. Mais finalement, quand Trump explique à quel point le président saoudien est un mec génial, qui défend la démocratie, alors que le mec fait découper les journalistes de l'opposition dans des valises, on voit que le vieux, il sucre les fraises. Enfin, à un moment donné, on peut être pro-Trump ou anti-Trump, il y a un truc qui va pas. Mais c'est à la façon new-yorkaise, vulgaire, grossière, je te viole, mais pourquoi t'es pas content, je suis un bon coup. C'est ça, en fait. Le Trumpisme, c'est, regarde, je t'ai violé, et tu te plains alors que je suis un bon coup. Vous voyez jusqu'où je vais dans la caricature? Parce que c'est ça l'histoire de l'Arabie Saoudite. Que les États-Unis reprennent son dû en disant, le prince, là, si tu veux rester en place, moi, la CIA, elle te bute, et c'est fini, donc t'existes plus. Soit tu nous files ce que, en fait, tu nous dois, parce que c'est grâce à nous si tu peux faire des partous avec des putes à 100 000 $ la nuit. Parce que c'est comme ça que ça négocie dans les cercles diplomatiques. Il faut pas imaginer. Moi, j'aime bien dans les films quand ça fait les culs pincés. Non. Moi, j'ai vu les réunions diplomatiques de négociation avec Berlusconi et c'était pas en train de boire le thé avec le petit doigt levé. C'était qui va tuer l'autre. Et dès l'instant où la partie adverse reconnaissait qu'il y avait peut-être un problème, eh bien, l'accord était trouvé. Ben avec Trump, c'est pareil. Alors on dit Trump, machin, bidule, mais Barack Obama a fait les mêmes saloperies. Barack Obama a installé l'islamisme au Proche-Orient. Voilà. Il a légitimé l'islamisme au Proche-Orient en disant les peuples arabes de ce coin-là ont envie de changer de régime, ok, on le fait. Ok, on le fait. Comme ça, maintenant, ça égorge à tour de bras. Alors, s'ils aiment faire ça, au nom du multiculturalisme, il faut donc accepter l'égorgement, l'excision, etc., etc. Donc l'idée que Trump puisse dire à quel point il est content des sous qu'il va gagner, parce que la Trump organisation dans cet accord de 1000 milliards, comme d'habitude, eh bien va trouver son petit accord secret. Donc on est certainement, encore une fois, dans quelque chose d'illégal, dans un trafic d'influence, dans une corruption évidente, etc., etc. Mais tant que Trump est président des États-Unis, qui peut lui dire quoi? Puisque le président des États-Unis nomme les juges fédéraux et nomme les juges à la Cour suprême. Donc, vous allez nommer un juge qui va vous casser les couilles, non? Vous allez choisir un juge qui est un pote, ou si c'est pas un pote, quelqu'un que vous pouvez tenir la laisse très ferme. C'est ça qui est intéressant. Donc, Trump fait ses courses parce que c'est comme ça, voilà. D'ailleurs, dans les mails d'Einstein, il y a un mail qui est remonté. Alors, Trump crie aux faux documents. C'est comme je vous avais dit. Avant même que Trump dise que c'est des faux documents de la part des démocrates, eh bien, je vous l'avais dit, qu'il ferait ça, et pas autre chose. Eh bien, donc, ce qui arrange Trump, c'est vrai, et ce qui l'arrange pas, c'est faux. Ouais, il y en a plein les HP, des mecs comme ça. Il n'y a pas de problème. Je vous en trouve, vous m'en trouvez quand vous voulez.
Le problème avec Trump dans cette histoire du pétrole saoudien, c'est que, de toute façon, l'Arabie Saoudite, à un moment donné, aura cramé son pétrole. En tout cas, en toute hypothèse, en toute logique. Parce que c'est pas censé être des réserves infinies, même si certains experts disent qu'en fait, la situation est très différente, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va traiter cette question-là. Donc, en imaginant que le pétrole de cette région-là n'est pas infini, eh bien, à un moment donné, toutes les fortunes colossales qu'auront cramé tous ces princes du désert, eh bien, n'existera plus. Et c'est le ruissellement qui est intéressant, parce que tous ces princes du désert qui achètent des Ferrari, qui achètent des Rolex à 300 000 €, qui achètent des Saint Vuitton, ou que sais-je encore, eh bien, finalement, ils font tourner l'industrie occidentale. La seule chose, et c'est parce que l'idée, c'est pas de faire un podcast sur les biens de consommation, j'en ai absolument rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est au niveau des ondes clandestines. Déjà, je vous ai expliqué que les rapports de force entre compagnies pétrolières entre 1940 et aujourd'hui a totalement changé, puisque Gazprom est arrivé, la compagnie chinoise aussi est arrivée, donc les rapports sont plus les mêmes. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les tribus du désert de l'époque n'étaient pas du tout islamistes, c'était des pratiquants de tribus avec avec leurs habitudes, leur légitimité, on dira, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et c'est tout. Mais quand ils se sont mis à gagner beaucoup d'argent, ces princes du désert se sont dit quoi? Pour être sûr qu'on le garde cet argent-là, on va devenir une menace. Et c'est comme ça que l'islamisme politique de cette région, dans le Qatar, l'Arabie Saoudite et ailleurs, est né, pour que les parties adverses, anglais, britanniques, français, russes, chinois, se disent « Oh là là, on va faire attention avec eux, parce qu'ils découpent des têtes à tour de bras. » Et c'est comme ça qu'on sort du contrat écrit, et qu'on passe dans ce qui est le cas dans les rapports internationaux, dans les grands traités internationaux, que ce soit d'armement, d'énergie et autres, c'est qu'on est dans le rapport de force absolu. On est dans le meurtre, en fait. Et donc, ces monarchies-là, qui donc au départ étaient tribales, sympathiques, voire exotiques, voire excentriques pour certains, c'est ce que c'est autorisé à dire Ramayad concernant la visite de Kadhafi quand il est venu voir Sarkozy et qu'il avait planté sa tente à l'Élysée. Ramayad, fille d'ambassadeur, s'est autorisée il y a quelques semaines à être extrêmement moqueuse et méprisante concernant Kadhafi sur les habitudes culturelles qui étaient la sienne. Mais moi, j'oublie pas une chose de Ramayad, fille d'ambassadeur, c'est que la seule chose qu'elle a su faire dans sa vie, c'est être fille d'ambassadeur. À l'époque, elle avait réussi à piquer le parti radical valoisien Jean-Louis Borloo, qui avait vu en elle une minorité visible extrêmement intéressante pour finalement se faire piquer le parti par elle. Moi, je me fous de savoir qu'elle soit fille d'ambassadeur, ou qu'elle soit noire, ou que ça soit une femme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui veut être respectée, en tant que noire, en tant que femme, en tant que fille d'ambassadeur qui a le droit de réussir par elle-même, est allée se moquer d'une personne qui a réussi par elle-même. Mais on ne peut pas demander aux gens qui sont des incapables de comprendre ceux qui ont été capables de faire quelque chose. C'est normal, c'est pas possible en fait. Vous n'allez pas demander à un train de cul, à un cul de jatte, d'aller vous expliquer comment vous courez le 100 mètres en 8 secondes. Et moi, c'est ce qui m'a toujours surpris, c'est ce qui a toujours fait rire Berlusconi quand je lui disais. Il me disait, mais tu me fais rire quand tu dis ça. Je dis, parce que c'est quelque chose qui intellectuellement me laisse sans voix. Surtout quand j'ai su que j'étais fils de roi. Là, j'ai dit, putain, on me l'a mis dans le cul, il a fallu que je dise merci. Il me dit, un jour, ce sera à toi peut-être à pouvoir dire merci en retour, mais à ta façon. Peut-être. Donc, les histoires de l'Arabie Saoudite, etc., c'est de l'argent qui est très envieux. Et là, encore une fois, pour finir, le binôme Macron se retrouve dans les limites de la puissance diplomatique française, parce que le président de la République française avait déjà fait sa danse du ventre à tous les princes du désert qui ont aussi promis beaucoup de dépenses, mais finalement ces princes du désert reçus à l'Élysée vont aller dépenser leur argent à la Maison-Blanche, parce que ces princes du désert n'ont besoin de donner de l'argent. Le pizzo coprotecteur
qu'au vrai protecteur, au vrai dominant de la scène internationale, de l'échiquier à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis désolé que le couple Macron essaye des choses qui ne fonctionnent pas. Je préférerais qu'ils y arrivent. Parce que je suis français et parce que je ne me réjouis jamais de l'échec de quelqu'un. Moi, j'ai un bémol parce que le couple présidentiel a beaucoup nui à mes intérêts parce qu'à un moment donné, ils ont beaucoup promis de choses à Margaret. Sauf que le couple présidentiel français a oublié une chose, que même si l'Élysée avait bien réussi à aider à ce que M6 se mette en place, Libération se mette en place, Le Parisien se mette en place, ils ont oublié une chose, c'est que c'est la Roumanie qui décide de qui a le droit de régner chez eux. Donc, les services secrets français, DGSI, DGSE, ont oublié que quand l'archevêque, le patriarche Daniel, patriarche roumain de l'Église orthodoxe, ne veut pas de Margaret en tant que princesse ou éventuelle reine dans sa cathédrale, mais elle peut éventuellement venir en habit civil, et si elle a un diadème, on le lui enlève. La situation est là. Donc aujourd'hui, si la CIA devait... Parce qu'ils ont un problème en fait. C'est la CIA, et à l'époque, l'OSS, ce qui a remplacé le MI6, ils se sont retrouvés dans une situation particulière, un peu comme en Afghanistan avec le trafic d'opium et de pavot. C'est qu'un pays dominant se dit, tiens, pour défendre mes intérêts, je vais jouer un peu au Trivial Poursuite, hein, et puis je vais choisir d'acheter telle gare et telle l'avenue Georges V, et puis je vais mettre dans ces gares et ces avenues, dans ces immeubles, des gérants. Et puis il s'avère que ces gérants deviennent vos pires ennemis. Mais vos pires ennemis, pour certains, deviennent extrêmement dangereux. Si aujourd'hui la CIA voulait renverser les régimes du Qatar, d'Arabie Saoudite ou du Bahreïn, ils ne pourraient pas. Parce que tous ces pays-là ont réussi depuis à développer l'islamisme politique dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite, avec tous les financements d'associations politiques et islamistes dans le monde entier, dont dans tous les quartiers français, l'Arabie Saoudite donnait ordre à tous les quartiers arabes islamistes, islamisés français, de se soulever, il n'y aurait plus de République française. Donc, c'est un peu comme l'histoire du golem, hein, c'est-à-dire qu'on crée un monstre pour se défendre, et puis ce monstre nous engloutit nous-mêmes. Voilà. Donc Trump explique que le prince saoudien est un mec génial et surtout un défenseur de la démocratie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi ? À un moment donné, ceux qui font les effarouchés, c'est qu'ils en ont vraiment envie, quoi. Après, ça ne fait pas rire, parce que tout ça définit l'avenir du monde. Mon avenir, votre avenir. Et donc là, ça fait plus rire. Et voilà, les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis toujours dans toutes les situations, par tous les temps. Eh bien, on est là et on vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.